Moi je m'appelle Alexandre Boissineau, je suis naturaliste et conservateur de la réserve naturelle régionale du Bocage de Antonin, donc localisée dans les Deux-Sèvres et qui est gérée par l'association Deux-Sèvres Nature Environnement. Je m'intéresse et je travaille sur les espaces bocagers depuis plus de 15 ans. Je travaille au CNRS de Chizé pendant 6 ans où j'ai coordonné des programmes de recherche sur les amphibiens et reptiles des paysages bocagers. Je vais aller voir là-bas parce que je sais qu'il y avait des pontes l'an dernier de tritons marbrés tout là-bas. Là, on voit la pente, elle est toute fraîche celle-là. Vous voyez, les œufs ils sont à peine. Ils sont pas encore tout à fait gonflés. Ils sont encore petits là, par rapport à celle-là là-bas où les têtards sont en train de sortir. Là, on voit vraiment que c'est beaucoup plus frais. C'est certainement là de. Ça a moins d'une semaine. On les reconnaît bien les larves de salamandre. C'est une espèce là qu'on observait vraiment en bordure de boisement, pareil dans les petites dépressions humides, donc aussi bien dans les boisements que dans les prairies qui sont en bordure de boisement. Et pour les reconnaître les larves, on a vraiment à l'insertion des membres là, un petit point blanc, une petite tache blanche. Là qu'on voit là, et donc ça c'est un critère de reconnaissance des larves de cette espèce, qu'on peut parfois confondre avec les larves de grands tritons un peu plus tard en saison. Donc là on voit ce qui est intéressant, c'est que c'est une marque qui doit avoir de mémoire 4 ans, 3-4 ans. Et on voit tout de suite que ça se réinstalle assez vite, puis de manière très spontanée. La végétation elle arrive, puis derrière on a les espèces qui s'installent aussi très, très rapidement. Donc voilà, tout de suite en créant des petits biotopes comme ça, là, on a vite de la vie qui arrive sur des zones comme ça, des zones humides. Donc moi j'ai baigné dans ce paysage-là depuis que je suis tout petit. Et donc un peu ce qui a fait naître un peu cette vocation, j'ai envie de dire, c'est voilà, très tôt moi je me baladais un peu dans les petits chemins, dans les champs, j'ai observé très rapidement, donc initié par ma famille, notamment mon père, un peu ce qui m'entoure, hein, donc les reptiles, les amphibiens. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'avais plutôt une peur au début quand j'étais tout petit. Et après, en observant, en comprenant, en se documentant, je me suis pris de passion pour les reptiles. Et de fil en aiguille aussi, des rencontres que j'ai pu faire dans le cadre de différents stages, notamment avec des personnes comme Jackie Obino, m'ont transmis un peu cette passion pour les paysages bocagers. Et donc vraiment, voilà, moi j'étudie ce paysage-là, et notamment en utilisant un peu les amphibiens et les reptiles comme modèle d'étude pour comprendre un peu en fin de compte comment les pratiques à l'échelle de ces paysages-là, notamment les pratiques agricoles, vont influencer des groupes d'espèces qui sont très sensibles. Donc les amphibiens et les reptiles, c'est des bons indicateurs de la qualité de notre environnement. C'est des espèces qui ont des faibles capacités de locomotion. Ces espèces, ce sont des organismes ectothermes, donc qui sont dépendants de la qualité thermique et hydrique de leur environnement, donc des microclimats, donc des espèces très sensibles justement au changement climatique. Et donc voilà, ça nous permet, en les étudiants, de mieux comprendre un peu quelles sont les pratiques favorables au maintien de la biodiversité dans ces paysages-là, et comment aussi on peut proposer des actions très concrètes de gestion des milieux en lien avec les agriculteurs, pour aussi maintenir de l'économie tout en préservant la biodiversité. Donc là devant nous on a un jeune arbre tétard, ou une trogne, ce qu'on appelle aussi. Donc là de frêne commun. Et donc là, ces arbres-là, en fin de compte, c'est des éléments identitaires aussi du paysage bocager. Outre le fait qu'ils vont servir aux humains, cette forme-là de trogne va permettre de créer plus rapidement ce qu'on va appeler des dendromicrohabitats. Donc les dendromicrohabitats, c'est tous les micro-habitats, les petits habitats qui vont être associés aux arbres. Et donc par exemple, les loges de pic, c'est un dendromicrohabitat.
Donc ça c'est intéressant, parce que ça montre que l'action de l'homme peut avoir aussi un impact positif pour créer des habitats de certaines espèces. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces arbres-là, en fin de compte, ils peuvent avoir une valeur naturaliste très importante, mais aussi on peut en faire de l'économie. On peut continuer à exploiter l'arbre sur le long terme. Donc le cycle après de création, alors pas sur celui-ci parce qu'il a été formé récemment, mais après, voilà, sur une trogne qui va être bien formée, qui va pouvoir produire du bois de chauffage, on va exploiter l'arbre tous les 8-10 ans. Donc là, sur un arbre comme ça, on va faire une taille de formation, on va revenir tous les 3-4 ans, on va couper les branches hautes là, et donc ça va repousser pour que la tête se renforce en fin de compte, créer la trogne. Voilà. Tous les hivers, moi qui travaille sur le bocage, j'ai la boule au ventre quand je me balade dans le paysage, quand je vois encore des haies qui sont arrachées, parce qu'on continue à en arracher. Je ne comprends pas qu'on puisse continuer à être dans des dynamiques comme ça alors qu'on met des moyens colossaux pour replanter encore des haies. Donc voilà, ça me bouffe. Voilà, des entretiens aussi qui sont mal faits sur les milieux, les paysages, enfin voilà. Donc ça, voilà, j'arrive plus à comprendre comment on puisse encore être aussi incohérent dans les politiques en fin de compte de conservation de la biodiversité. Dans un sens on plante, mais aussi dans un autre sens on va continuer à dégrader nos paysages. Donc ça se reproduit aussi à l'échelle de la qualité de l'eau. Il y a des gros programmes pour améliorer la qualité de l'eau, mais on ne travaille pas à la source avec les agriculteurs. Enfin, tout du moins, les moyens ne sont pas mis en face pour vraiment avoir des pratiques qui sont respectueuses de la nature, des animaux, de la biodiversité et puis de l'humain derrière. Donc voilà, il y a un ensemble de choses. Voilà, le contexte fait que quand on est naturaliste, on peut vite être révolté sur beaucoup d'aspects. Et ce qui me révolte aussi, c'est que moi je suis dans un cadre un peu à l'interface entre le. Donc, je suis naturaliste, après j'ai des activités de recherche avec des collègues, je ne suis pas chercheur, mais voilà, je m'intéresse à ces thématiques-là. Et ce qui me révolte aussi un peu, c'est qu'il y a une connaissance qui est produite à l'échelle française notamment. On a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent les orientations à prendre en fin de compte. Et ce que je trouve regrettable, c'est qu'on a des. On s'accapare pas assez en fin de compte toutes ces données pour faire changer des choses. Il y a plein de choses qui pourraient être faites de manière très simple et pour mieux prendre en compte en fin de compte la nature, le vivant dans nos pratiques. Et ça, c'est pas assez fait et malheureusement, moi, j'arrive pas à le comprendre en fait.